Bonjour à tous. Vous possédez ou vous gérez une flotte de véhicules d'entreprise ou de collectivité et vous vous demandez si vous pouvez ou si vous devez y intégrer des véhicules électriques. Or, ce genre de projet ne se résume pas à trouver le bon modèle de véhicule, mais révèle des problématiques opérationnelles essentiellement et managériales. Avec nous pour en discuter, Monique Buntic, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de l'OVE, l'Observatoire des véhicules d'entreprise, Oui. qui est une association fondée par le groupe BNP Paribas et qui traite de l'optimisation de la gestion des parcs d'entreprise, leur coût d'usage, la fiscalité, etc. La prévention des risques routiers, Voilà. etc. Merci de nous rejoindre. Avec nous également Bruno Dobrowolski. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez nous voir avec deux casquettes aujourd'hui puisque vous êtes responsable du projet véhicules électriques chez ERDF. Alors vous avez la casquette de gestionnaire de flotte d'entreprise puisque ERDF compte 18 000 véhicules dont une partie est électrifiée, vous nous en parlerez. Et vous avez aussi la casquette de distributeur d'énergie puisque qui dit véhicule électrique dit recharge, qui dit recharge dit connexion à votre réseau et on en parlera aussi. Alors pour commencer, peut-être, Madame Buntic, pourriez-vous nous aider à faire un panorama du véhicule électrique en entreprise? On en est où aujourd'hui en France? Alors, bon, on va pas parler vraiment du véhicule électrique. On va pas dire qu'il y a 100% des entreprises qui se sont dotées de véhicules électriques aujourd'hui. Ça reste quand même une nouvelle technologie. Il y a quelques entreprises qui réfléchissent, mais de manière plus globale, plus générale, à leur déplacement, au déplacement de leurs collaborateurs. Et pour diversifier leur flotte automobile, elles y intègrent des véhicules hybrides, des véhicules électriques, mais ça reste quand même à la marge aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde les immatriculations, je crois qu'à fin septembre, on était à un peu plus de 10 000 immatriculations de véhicules électriques, dont à peu près la moitié en entreprise, donc c'est pas mal, mais finalement, ce n'est que 0,5% de part de marché aujourd'hui. Donc, c'est une technologie qui est très prometteuse, on y croit beaucoup à l'OVE, mais c'est vrai qu'elle a du mal à décoller. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on prépare l'arrivée des véhicules électriques. On avait lancé l'OVE Mobility Tour, où justement on allait voir les entreprises pour leur montrer ces véhicules et montrer ces nouvelles technologies. Donc évidemment, il y a aussi des raisons économiques qui font que les entreprises regardent à deux fois. Alors ce qui coince, c'est pas tellement le manque d'engouement de vouloir avoir des véhicules électriques, parce qu'il y en a un, il y a des usages qui sont bien ciblés pour les véhicules électriques. On parle des véhicules particuliers, mais on peut parler des véhicules utilitaires, parce qu'on croit beaucoup justement à la croissance des véhicules utilitaires électriques dans les entreprises. On sait que c'est des véhicules qui parcourent moins de 100 km par jour, donc là, ils sont tout à fait adaptés. Et quand on sait que c'est 80% de ces véhicules qui parcourent moins de 100 km, il n'y a pas de débat, là, il n'y a pas de souci. Ce qui peut poser encore problème aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le TCO du véhicule. Alors attention, il y a énormément de progrès par rapport à il y a encore 3-4 ans. Les coûts d'usage donc de ces véhicules restent un petit peu plus supérieurs aux véhicules thermiques. On parlera des coûts spécifiquement un petit peu plus tard, mais est-ce qu'il y a des freins plus concrets, plus pratiques en termes d'usage qui se présentent? Moi, ce que j'observe, c'est que les entreprises réfléchissent depuis un moment à des alternatives. C'est plus le tout thermique, ça c'est évident. La preuve, c'est qu'il y a déjà des véhicules qui ont franchi le pas et qui se sont dotés de véhicules électriques, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est soit pour intégrer quelques véhicules en autopartage, par exemple, parce que c'est tout à fait adapté à cet usage, ou alors à quelques véhicules utilitaires qui sont aussi adaptés pour des règles de roulage de véhicules qui vont parcourir pas plus de 100 km. Parce que ces véhicules, il faut les recharger également. Donc un collaborateur qui a un véhicule de fonction, aujourd'hui, il a peut-être pas forcément envie de se dire qu'il peut pas aller jusqu'à Marseille avec son véhicule, peut-être à Lyon, mais encore, il faudra qu'il reste une journée de plus pour recharger son véhicule. Donc voilà, pour les véhicules de fonction, on va dire que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, ou alors ce sera vraiment pour quelques collaborateurs qui n'ont pas besoin de rouler beaucoup, mais pour le reste, nous on voit plus la croissance au niveau des véhicules utilitaires, ou dans le cadre de l'autopartage. Monsieur Dobrowolski, vous partagez cette vision, cette analyse des différents freins? Alors oui, mais je serais peut-être un tout petit peu plus positif en disant que aujourd'hui c'est à peu près 30 000 véhicules qui sont en service. Alors c'est vrai qu'il y a une quote-part qui est importante côté véhicules utilitaires, mais je note qu'on a doublé d'année en année. Donc si on continue à doubler, l'année prochaine on aura peut-être 60 000 et d'après 120 000. Bon. Le livre vert, lui, sur ce sujet, a exprimé fin de l'année 2010, début 2011, environ 2 millions de véhicules en 2020. Si effectivement
effectivement, on met en place les 4 millions de bornes qui vont avec pour pouvoir les recharger. Bon, on sera sans doute entre les deux, mais je pense qu'il y a un vrai frémissement aujourd'hui, qu'il y a cependant une pédagogie à avoir autour du véhicule électrique, parce que il ne s'agit pas de mettre le véhicule électrique à disposition du futur utilisateur, il faut l'accompagner très fortement, et je pense qu'on reviendra sur cette problématique qui est fondamentale. ERDF, c'est donc 34 000 salariés, 34 000 collaborateurs, 38 millions de clients, 38 millions de foyers, 1,3 million de kilomètres de lignes, une couverture territoriale à peu près à 95%. Donc on a une idée relativement précise de ce qui se passe sur le terrain. Bien. Nos missions sont entre autres de raccorder toutes les demandes, de quelque nature qu'elles soient, tout en étant en position d'information et d'alerte des gens qui prennent les décisions, pour qu'ils prennent ces décisions en connaissance de cause. Alors pour rebondir sur ce que vous avez dit, je crois qu'aujourd'hui, il y a 5 freins majeurs aux véhicules électriques. Le premier, vous l'avez cité, c'est effectivement le coût d'acquisition, dont j'estime moi aujourd'hui qu'on est, si on raisonne en total cost of ownership, à peu près à équilibre. Et je vous expliquerai les calculs que nous avons faits. Ça dépend du nombre de kilomètres qu'on arrive à faire. Le deuxième frein qui me paraît essentiel, et qui a souvent été cité, c'est l'absence d'infrastructures de recharge sur l'espace public ou l'espace privé qui est accessible au public. J'ai sur ce sujet la faiblesse de penser qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se dessiner, même si les choses restent encore prudentes. Je sais aujourd'hui qu'il y a une centaine de projets de collectivités locales en passe de placer des bornes pour environ 10 000 bornes, ce qui est un chiffre assez significatif par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui, qui est à peu près du même ordre de grandeur. Donc j'ai bon espoir sur ce plan-là. Le troisième frein qui est par moment reproché, c'était le manque de choix du type de véhicule qu'on pouvait avoir. Maintenant, comme vous l'avez dit, madame, entre les choix de véhicules hybrides, full hybrides, rechargeables ou le pur électrique, je pense que toutes les entreprises, tous les constructeurs ont un choix à proposer. Il y a un dernier point sur lequel je pense qu'il y a encore à travailler, mais les réponses qu'ont apportées une société comme Bolloré avec les lithium polymères sont une réponse très encourageante, c'était l'autonomie. Et cette autonomie qui aujourd'hui est pour la majorité des véhicules mis en service, hormis quelques véhicules exceptionnels d'une centaine de kilomètres, pose encore un certain nombre de questions à ceux qui vont utiliser le véhicule, mais nous avons des réponses et nous avons beaucoup travaillé ces sujets. Et si vous me permettez, on pourrait rajouter aussi la fiabilité des batteries qui pouvait poser aussi un souci. Et là, les constructeurs, en tout cas certains, ont dissocié la caisse de la batterie avec des systèmes de location de batterie. Et en fait, ça rassure justement maintenant sur la fiabilité dans le temps de ces batteries. Absolument. Donc, on peut avoir pour 900 € par an aujourd'hui une location de batterie en termes d'entreprise, ce qui est quand même de l'ordre de 75 € par mois, quelque chose de pas très onéreux comparativement au coût d'un plein qui est à peu près du même ordre de grandeur. Alors, ERDF, c'est un petit peu plus de 18 000 véhicules, c'est environ 21 000 véhicules. Sur ces 21 000 véhicules, vous avez à peu près 2000 engins, c'est-à-dire en fait les nacelles, les dispositifs pour planter des trous, enfin ce qu'on appelle des engins, qui sont pas forcément concernés par l'approche véhicule électrique aujourd'hui, parce que ça demande des puissances de batterie qui sont aujourd'hui pas un champ de bataille tout à fait abouti. On a par ailleurs environ 6500 véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire ceux qui sont moins de 3 mètres cubes, sur lesquels après des études quand même assez consolidées, j'estime qu'il y a au moins 50% du parc qui est accessible compte tenu de l'autonomie des véhicules, mais qui va changer, donc ça sera révisé, mais compte tenu aussi des kilométrages journaliers effectués, sont dans la cible de ce qui pourrait basculer aux véhicules électriques. Vous avez aussi ce qu'on appelle les véhicules de société, c'est des véhicules 2 places, il y en a à peu près 7500. Ces véhicules-là aussi, dans la très grande majorité, font moins des 100 km fatidiques, puisqu'on a un parc qui, pour les véhicules d'exploitation, fait largement 20 000 km par an, mais pour les véhicules qui sont dits de déplacement de point à point, fait beaucoup moins que 10 000 km par an. Donc, on arrive, si vous voulez, à avoir une compatibilité entre l'autonomie et les coûts d'utilisation, puisque c'est un problème qu'on va se poser. Et puis, il y a tout un champ qui aujourd'hui me semble être encore très ouvert, c'est le champ des véhicules utilitaires de plus grosse dimension, c'est-à-dire les 10 mètres cubes, 7-8 mètres cubes, les trafics, les masters, pour citer des noms que vous connaissez, sur lesquels on réfléchit et on essaye de développer avec d'autres partenaires des solutions électriques qui vont concilier tous les objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Alors pourquoi on y va ?
pourquoi on va à la flotte, en flotte là. Nous, ERDF, nous sommes lancés dans ce dispositif pour 3 raisons majeures. La première, c'est que on estime aujourd'hui que les problématiques d'encombrement, d'engorgement écologique au cœur des villes sont arrivées à des niveaux de saturation que les collectivités locales nous demandent de les aider à transformer la flotte. Et donc, on estime tout à fait normal que sur notre propre flotte, on soit les premiers à montrer l'exemple. Bien. Deuxièmement, on essaye aussi d'apporter une réponse à la complémentarité des différents parcs électriques et véhicules thermiques pour faire en sorte que, partout où l'autonomie le permet, on puisse avancer sur ces problématiques tout en accompagnant les salariés, parce que je voudrais vraiment y revenir tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut faire simplement, il y a un véritable travail à faire pour mettre en main ces véhicules, assurer les formations, etc. Mais que cela est possible et que ça, et je vous donnerai les résultats aussi, un véritable élan, il y a une véritable dynamique qui se crée pour ceux qui y ont goûté. Et la troisième raison pour laquelle on se place sur le véhicule électrique, c'est que ERDF est depuis tout temps une entreprise écologique, une entreprise qui s'est investie dans le développement durable et que ça s'inscrit pleinement dans le développement durable. Donc si on peut aider quelques projets en montrant l'exemple, on y va. C'est ce qu'on a pu voir dans les entreprises également. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, ça a été plus un souci, on va dire, de communication. On véhicule au travers du véhicule électrique peut-être une image qui est un peu plus responsable de l'environnement, etc. Et on constate aujourd'hui qu'au-delà de ça, les entreprises qui depuis un moment réfléchissent à diminuer leur empreinte carbone ont de toute façon déjà mis en place un certain nombre de choses au sein des entreprises, justement, pour que les collaborateurs également puissent être formés à l'éco-conduite, à la prévention des risques routiers, etc. Donc, avant même l'arrivée des véhicules électriques, on a déjà commencé à former les collaborateurs pour gagner encore davantage en réduction des émissions de CO2, en réduction de consommation de carburant, de la sinistralité, etc. Ce qui fait qu'on ne va pas dire qu'ils sont tous déjà prêts, hein, attention, parce que toutes les entreprises ne sont pas passées par là, par ces formations, mais dans les grands comptes, certainement, et dans les moyens comptes, il y a quand même pas mal de collaborateurs donc, qui ont déjà eu la chance d'avoir ces formations et ils sont, on va dire, prêts à l'éco-conduite. Ils sont prêts à utiliser ces véhicules électriques qui, vous avez raison, ne se conduisent pas comme des véhicules thermiques. Absolument. Il y a vraiment toute une pédagogie, que ce soit même les véhicules hybrides ou les véhicules électriques, pour vraiment en tirer tous les bénéfices. Il y a une manière de conduire ces véhicules. Et donc, ça, c'est ce qu'on a ressenti également. Il y a un point qui est important que je n'ai pas cité, c'est que il y a un confort, il y a un caractère agréable pour celui qui est utilisateur du véhicule qu'il faut mettre en avant. Il n'y a plus de bruit, les gens sont dans un espace où dès qu'ils sont dans un encombrement, ils ne consomment pas. Ils ont une facilité aussi plus grande avec les aides à la conduite, à se déplacer avec tous les logiciels qu'il y a aujourd'hui de déplacement qui permettent d'éviter par exemple les embouteillages et choses comme ça, qui sont la pointe de la technologie. Et tous ceux qu'on a aujourd'hui, on a environ 50 véhicules depuis 3 ans, 2 ans et demi qui sont des véhicules tests, si vous voulez, expérimentaux, tous les gens qui l'ont pris, il n'y en a aucun qui voudrait revenir en arrière. Pourtant, dans les années 90-2000, il y a déjà eu des tentatives, chez vous notamment, je crois. Absolument. Aussi, avec des 106 ou des véhicules équivalents, et ça n'a pas pris. Qu'est-ce qui a changé pendant ces 20 ans ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que ça va marcher ? Alors, il y a, je crois, deux ou 3 écueils que je voudrais citer. Le premier, c'est que on n'a pas, me semble-t-il, mais je n'étais pas aux commandes de ce sujet il y a 10 ans ou 20 ans, pris les précautions en matière de mise en main de ces véhicules qui sont celles qu'on prend aujourd'hui. Par exemple, on estimait tout à fait normal de saupoudrer les véhicules électriques. Nous, par exemple, on a environ 1000 sites en France, un petit peu moins, mais environ 1000 sites. On s'est dit, on prend 1000 véhicules, on en met un par site. Bon, ça, tout faux, hein, on revient pas en deuxième semaine, c'est perdu. Hein. Ce qu'il faut, c'est au contraire prendre la contre-pied de cela, c'est-à-dire de créer des pôles de compétences, parce qu'il faut qu'il y ait une assistance externe, il faut qu'il y ait une vraie maîtrise du véhicule électrique par le management, et qu'il y a un minimum de stratégie de déploiement à avoir pour que les choses se passent proprement. Donc, il me semble que sur ce point, c'est une des raisons de l'échec. La deuxième, c'est que quand même, en l'espace de 20 ans, les progrès technologiques, le confort des véhicules, l'autonomie de ces véhicules a véritablement explosé. Et que ça, il faut le dire, le répéter. La troisième raison pour laquelle je pense qu'on va réussir, c'est que il y a tout un apprentissage qui est long, qui est quelquefois un petit peu laborieux, pour apprendre à conduire ce véhicule
proprement. Je vais vous donner un exemple parce qu'il est très très significatif. Les premiers véhicules qu'on a pu donner à des salariés qui travaillaient à Grenoble, sur le site de Cessinet, les premiers qui sont montés dedans faisaient au mieux avec des Kangoo Z2 de chez Renault, parce qu'on a un contrat particulier dans le cadre du projet UGAP que je pourrais décrire tout à l'heure si c'est nécessaire. On a donc des Kangoo Z2 qui sont des véhicules tout à fait classiques, thermiques, qui ont été transformés en véhicules électriques. Les gens faisaient avec ces véhicules les premières fois environ 60 km d'autonomie, et avec la très grande crainte, on dit qu'il faut en serrant les fesses pour se rentrer en se disant est-ce qu'on va réussir à rentrer? Bien. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui utilisent ces véhicules, en moyenne, font environ 110-120 km avec. Ce sont les mêmes acteurs, ils ont simplement appris à maîtriser leurs craintes, à maîtriser la co-conduite, à savoir beaucoup mieux utiliser en période de freinage, alors je ne devrais même pas appeler ça en période de décélération, à réintégrer l'énergie dans les batteries et donc de se redonner de l'autonomie. Un exemple, Christian Estrosi, maire de Nice, dit souvent que quand il est monté juste au-dessus de Nice, je ne sais plus si c'est à Carrosse ou dans une des stations, il est arrivé, il lui restait 10% d'autonomie, mais il est quand même redescendu pour faire le même trajet, rien qu'avec, finalement, l'énergie de gravité, enfin la masse du véhicule et le dénivelé qu'il y avait, qui était de l'ordre de 2000 mètres. Donc ça veut dire qu'un véhicule, pour qu'on réussisse aujourd'hui, il faut le mettre en main, il faut que les gens apprennent à le conduire, il faut qu'on prenne du temps. Et moi je dis souvent, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer le véhicule thermique et à la place y mettre un véhicule électrique. Il y a tout un apprentissage, toute une mise en main, tout un accompagnement managérial. Et si je terminais un petit peu ce plaidoyer pour un minimum de méthode dans la mise en place, c'est de dire qu'il faut aussi l'accompagner d'un point de vue managérial, c'est-à-dire qu'il faut être capable de valoriser les gens qui les utilisent. Par exemple, sur beaucoup de nos unités, le directeur d'unité se déplace, remet les clés de manière solennelle en leur disant nous vous confions un petit bijou, faites en sorte que ce soit vraiment un vecteur d'image pour l'entreprise et que ce soit une vraie réussite pour tous. Voilà, donc c'est tout ça les conditions, c'est beaucoup de choses, ça ne se fait pas, voilà. Il y a des entreprises qui ont aussi cette démarche, comme la Poste par exemple, qui a vraiment des usages particuliers avec des tournées prédictives où vraiment ces véhicules sont tout à fait adaptés, où là également on voit des améliorations incroyables en termes justement de présence, en diminution de sinistralité. Enfin, il y a un vrai engouement apparemment des collaborateurs de la Poste qui sont maintenant dotés de ces véhicules électriques, donc c'est vrai qu'ils sont bien perçus. Il y a vraiment une bonne image à présent, et comme on voit arriver des véhicules, tous les constructeurs s'y mettent pratiquement. On voit arriver l'arrivée de la BMW i3 par exemple, la Zoé qui marche très très bien, parce que là à fin septembre, sur les 6000 et quelque chose de véhicules, vous aviez 4400 Zoé quand même. La BM est très chère. La BM est chère, mais il y a des aides, donc comme vous savez, il y a quand même des incitations à l'achat qui font qu'en TCO, elle pourra être intéressante à regarder. Ça correspondra peut-être pas, la Zoé sera plus adaptée évidemment. Et on parlait du Kangoo Z2, c'est pareil, aujourd'hui il n'y a pas une offre à pléthore sur le véhicule utilitaire. Donc là sur les, je ne sais plus, 3900 combien Kangoo, vous avez les Kangoo, on en a à peu près 6500. D'accord. Alors le parc aujourd'hui de véhicules, il est assez limité, on devrait être à peu près à 350 véhicules à la fin de l'année, mais on a un parc, on a une volonté de se déployer pour avoir environ 3000 véhicules d'ici 3 ans, quoi. Donc il y a une vraie volonté d'y aller, et je préfère moi démarrer tout doucement, mais en prenant le temps de convaincre, en prenant le temps de mettre en main, en mettant toutes les bases, parce que c'est comme ça qu'on réussira, et pas imposer. C'est-à-dire qu'il faut une sorte de part de marché minimale au sein même d'un site? Ouais, c'est ça. Vous l'estimez à combien? Alors, ce que je pense, c'est que pour qu'on ait de la viabilité à terme, il faut qu'il y ait à peu près 25%. Bon. Et je suis en train d'étudier sur des scénarios dans le cadre d'un projet d'appel à manifestation d'intérêt qu'on a fait dans le cadre du Grand Emprunt, qui s'appelle InfiniDrive, dont vous avez peut-être entendu parler. Justement, on travaille avec la Poste, de regarder dans des scénarios extrêmes quelle est la part jusqu'à laquelle on peut aller sans entacher notre fonctionnement, sans mettre notre fonctionnement en difficulté. Et là-dessus, je voudrais dire quelque chose. Je pense que toutes les entreprises, et je pense notamment aux entreprises de livraison, qui ont des logiciels informatiques, qui ont toute une logistique arrière, qui leur permet de travailler et d'anticiper les parcours et les déplacements, sont tout à fait équipés pour pouvoir basculer au véhicule électrique. Parce qu'ils savent au début de la journée combien de kilomètres
ils vont faire, combien de temps ça va durer, quel parcours ils vont utiliser, et donc ils sont capables de modéliser ce que j'appelle l'usage. C'est une des difficultés dans les entreprises, c'est qu'il y a des entreprises qui sont en passe de faire cette modélisation assez facilement parce qu'ils ont des outils informatiques qui s'y prêtent. C'est par exemple notre cas, puisque nous avons pour les interventions clientèle des tournées qui sont préétablies suite à des coups de téléphone qui nous sont passés par les fournisseurs pour nous inciter à nous déplacer chez les clients, par exemple pour régler un disjoncteur ou des choses comme ça. Il y a d'autres entreprises qui, elles, sont sur des activités qui sont moins structurées et qui, elles, vont devoir faire ce travail de modélisation. Mais de toute façon, ce travail de modélisation, il est indispensable pour assurer un bon pilotage de son activité. Donc c'est l'occasion de prendre un peu le taureau par les cornes et puis d'essayer de travailler ces usages pour en améliorer le fonctionnement. Oui, parce que vous parliez de management tout à l'heure, mais finalement, qui prend un risque en passant à la voiture électrique dans l'organisation entreprise ? Qui est celui qui se met en danger? Alors, il y a plusieurs niveaux. Le TCO, on va en parler, parce qu'il faut quand même que globalement l'entreprise ne laisse pas trop de plumes dans le dispositif. C'est d'ailleurs pour cela que Arnaud Montebourg et tous les ajustements qui ont eu lieu depuis 2 ans ont mis en place des dispositifs de bonus qui facilitent, je dirais, l'acquisition des véhicules. Alors, il a un petit peu baissé, le bonus, là, entre-temps. On est passé de 7 000 € à 6 300 €. Mais bon, l'aide reste intéressante. Oui, l'aide reste incitative. Donc le premier point, c'est de convaincre les gestionnaires de flotte que si vous voulez, vous arrivez à un TCO sensiblement équivalent, moyennant des précautions et moyennant des conditions d'utilisation. Et particulièrement, nous, on a établi que compte tenu des situations, je dirais, de bonus et d'aide qui sont aujourd'hui à 6 300, le point d'équilibre, il est environ à 12 500, 13 000 km par an. Donc il faut chercher ces points morts. Si vous ne les faites pas, vous aurez toujours un véhicule électrique qui sera plus cher que le véhicule thermique. Par contre, au-delà de ça, c'est tout gagné. Alors, vous avez aussi des coûts qui sont moindres sur la maintenance, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Donc, le premier... On peut en parler maintenant et avoir l'avis de Mme Buntic sur le TCO aussi. On a également fait des comparatifs, je vais pouvoir vous en parler. Bon, donc moi, si vous voulez, pour l'instant, je considère que compte tenu des aides, compte tenu des coûts d'acquisition, compte tenu de la faculté que nous avons à être en location sur les batteries avec un certain nombre d'acteurs du marché, on peut, si on garantit un minimum d'utilisation du véhicule, rendre ce véhicule compétitif par rapport au véhicule thermique. Et ça a un autre énorme avantage, c'est que la durée de vie de ce véhicule, elle est certainement supérieure à celle qu'on peut avoir sur un véhicule thermique. Étant entendu que vous n'avez aucun, si à part les paliers, il n'y a rien qui bouge dans le véhicule. Bon, sauf le véhicule. Et donc, vous avez certainement un moteur électrique. Les moteurs électriques qu'on voit, ce sont de la SNCF, par exemple, ce sont des moteurs à courant continu, asynchrone, synchrone. C'est des moteurs qui font des millions de kilomètres. Bon, donc on pense que ces véhicules ont une durée de vie supérieure. Le problème étant, vous l'avez dit tout à l'heure, la fiabilité de la batterie, mais le risque est pris aujourd'hui par un certain nombre de constructeurs qui ont accepté finalement de mettre la batterie en location. Donc je pense que de ce point de vue... Et du coup, on a diminué le poids financier. Voilà, et on a donc transformé de CAPEX en OPEX, si je puis dire, une partie de l'acquisition, puisque du coup, vous n'êtes plus obligé d'acheter votre batterie, donc je rappelle que le coût était assez proche du véhicule. Bon. Parce qu'à 500 € le kilowattheure, vous imaginez qu'on va très donc, première conviction, convaincre les flottes d'entreprises. On finit sur le TCO avec Mme Buntic et on reviendra ce que je peux rajouter, nous on a fait donc des offres comparatives entre des véhicules type Zoé et Clio, vraiment comparables, et puis pareil pour le véhicule utilitaire, on a fait des comparatifs sur un thermique et puis le Kangoo Z2. Alors avec des remises équivalentes, on a pris des remises notoirement faibles de 10%, ce qui est pas beaucoup pour des véhicules utilitaires thermiques, parce que dans la réalité, on sait que les entreprises arrivent à négocier de meilleures remises. Mais bon, il fallait bien trouver une méthode de calcul et le but n'était pas de calculer un TCO personnalisé. Donc avec des remises équivalentes, on arrive sur un véhicule type donc Zoé et Clio à 0,408 centimes du kilomètre pour la Clio, là où on est pour la Zoé, là où on est à 0,405 centimes d'euros pour le kilomètre pour la Clio. Avec quel kilométrage? On est sur 15 000 km par an, vous voyez, sur 4 ans. Donc c'est très proche, c'est 0,3 centimes de différence. Et c'est à peu près la même chose sur le véhicule utilitaire. Alors c'est vrai que si vraiment on tenait compte des vraies remises qu'on constate dans les réseaux des constructeurs, l'écart serait un petit peu supérieur. Mais on peut imaginer qu'ils vont se rejoindre avec l'augmentation du marché et des volumes de véhicules électriques. Là, c'est évident qu'avec une production de masse, on arrivera de toute façon à réduire les coûts. Vous parliez des efforts qui ont été faits
fait déjà par les constructeurs, par les pouvoirs publics. Enfin, c'est vrai qu'on arrive en tout cas à des TCO qui sont très compétitifs. Regardez Peugeot au mois d'août, quand il a soldé en une journée des véhicules à moitié prix. Bon, donc Absolument. ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir des prix avec l'effet sizing quand ils vont en vendre suffisamment, qui vont se rejoindre. Donc moi je suis pas très inquiet de ce point de vue. Bon. Alors on a convaincu les gestionnaires de flotte. Il faut, faut convaincre qui maintenant? Alors les deuxièmes personnes à convaincre, c'est les utilisateurs. Alors, et le plus difficile, c'est pas trop les utilisateurs, parce que nous, je vous donne une petite recette. Nous, ce que j'ai mis au point, c'est de faire des démonstrateurs, c'est-à-dire des ambassadeurs du véhicule électrique. Alors, ils ont un véhicule. Ce véhicule se déplace d'unité d'exploitation en unité d'exploitation et il vient faire son prosélytisme. Les gens montent dedans, ils viennent l'utiliser, etc. Et on a tout un dispositif de communication autour, avec un petit cérémonial. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez rodé, et un peu comme on fait le Tour de France, si vous voulez. Hein. Donc on a le tour du véhicule électrique, par exemple, sur la région centre, dont je dirais tout à l'heure qu'il y a tout un intérêt, parce que contrairement à une idée reçue, c'est plutôt en rural qu'il faut passer le véhicule électrique qu'en urbain, parce que c'est là qu'on trouvera à la fois les carences en initiative de transport en commun et aussi des attentes fortes de la part des utilisateurs. Sur le centre, la région centre, Limousin, etc., on a fait faire un tour type Tour de France et ça a été un succès considérable parce que finalement tout le monde le veut. Bon. Donc, on a vu les gestionnaires de flotte, on a vu les utilisateurs, quand ils ont goûté au fruit, le fruit est bon et donc on n'a pas de souci. Le problème, il est au niveau des gens qui organisent le travail, pour lesquels, si on n'y prend pas garde et si on ne donne pas un package un peu constitué, ils vont se retrouver devant une problématique complémentaire face aux autres problématiques qu'ils ont déjà, qui sont la gestion de leurs troupes, le social, l'économique et le métier sur lequel ils sont, qui est de faire en sorte d'utiliser un véhicule électrique qui a une autonomie ou une utilisation qui est un petit peu plus limitée que celle d'un véhicule thermique, pour lequel 1000 km d'autonomie fait peur à personne. Donc, c'est là qu'il faut bétonner, c'est là qu'il faut être présent, et c'est là qu'il faut expliquer à ces managers, à l'aide d'une modélisation des usages, qu'on est capable de garantir que le véhicule ira au bout et qu'ils prennent donc aucun risque. Donc il faut leur apporter toute cette matière. Donc moi j'estime, si vous voulez, qu'il y a tout un travail à faire en amont sur la modélisation des usages. Donc quelles sont les tournées, les activités qui s'y prêtent, quelles sont les activités où il ne faut pas y aller, ou du moins pas tout de suite. Il y a... Où on ne pourra jamais aller. Il y a des activités où quand on parcourt 20 000 km par an, on ne cherche pas à mettre forcément un véhicule électrique en face. Regardez le projet STEP qui est en préparation, qui est le projet des sociétés des taxis parisiens, qui vont passer au véhicule électrique. Ils font 200 000 km par an. Ils sont quand même partis pour le faire. Donc je pense que tout est un problème. D'abord de détermination, de volonté, il faut une volonté politique. Jean-Paul Bailly, par exemple, qui était le président de la Poste jusqu'à quelques jours, a fait beaucoup, puisque c'est lui qui a été vraiment, il y croyait personnellement, il a beaucoup lancé le dispositif, donc il faut y croire. Mais deuxièmement, il faut se donner les moyens de la réussite. Les moyens de la réussite, c'est modélisation de l'activité, être capable de fournir aux acteurs de terrain les outils qui vont bien pour qu'ils n'aient pas un problème supplémentaire dans leur NAS. Et deuxièmement, il faut leur mettre en main le matériel. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer ce que c'est qu'une borne de recharge, comment elle fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire quand ça clignote bleu, quand ça clignote rouge, quand ça clignote pas, etc. Il faut qu'ils aient eux-mêmes suivi les stages d'éco-conduite pour comprendre quel est le mode de fonctionnement du véhicule. Il faut, et c'est ce que nous avons fait, mettre en place des modules de e-learning pour faire du backup par rapport au fait que les gens ne seront pas toujours en formation mais qu'il y a besoin de se ressourcer. Il faut avoir toute la dimension immobilier qui va bien pour que le problématique de l'infrastructure ne soit pas un problème pour les managers. Et il faut enfin faire en sorte d'avoir pris des assurances auprès des concessionnaires externes pour que on ait le soutien qui va bien. Nous, on a une garantie panne sèche, par exemple. Il faut savoir comment on l'a fait jouer, la garantie panne sèche. On l'a déjà fait jouer. Mais pour tester. Alors, merci pour les bonnes pratiques. À l'OVE, est-ce qu'on a aussi des bonnes pratiques, peut-être plus financières ou fiscales? Encore 2 minutes, et puis après, il nous restera 2 minutes pour parler, pour que vous changiez de casquette, Monsieur Dobrowolski. Écoutez, nous, finalement, c'est ce que disait Monsieur Dobrowolski, sur des usages bien particuliers où on sait que les personnes n'auront pas besoin de parcourir plus de 100 km par jour, il n'y a pas de sujet. Là, vraiment, on est d'accord tous les deux avec ça, il n'y a aucun souci. Nous, c'est plus sur la partie véhicules de fonction, les véhicules des commerciaux, les forces de vente, etc., où ils parcourent beaucoup plus de kilomètres dans la journée. Et là, évidemment, c'est ce que je disais à M. Dobrowolski, dans ce cas-là, ce n'est pas ciblé. Il faut bien, au départ, connaître les usages, les besoins, les attentes des collaborateurs avant de leur affecter un véhicule. Donc, à cette population-là, ni demain, ni après-demain, je pense que le véhicule électrique sera la solution, malgré tous les efforts qui seront faits. Sauf si, évidemment, en termes d'autonomie, on arrive encore à gagner 100-200 km. Alors aujourd'hui, avec le Ranger
range extender, par exemple, sur la i3, on peut faire 400 km de plus, c'est très bien, mais ça vaut 5 000 € de plus également. Donc voilà, après, en termes d'avantages en nature, on ne va pas demander à un collaborateur de payer une somme considérable en avantage en nature, parce qu'il y a ça derrière. Un véhicule électrique, aujourd'hui, malgré les aides, malgré tout, il a un prix d'achat qui reste conséquent, qui reste important. Et comme le collaborateur va payer un avantage en nature sur le prix du véhicule, ça reste quand même assez cher. Donc c'est pour ça qu'on croit moins, si vous voulez, au véhicule de fonction qui sera remplacé par un véhicule électrique demain. Ça pourra toucher quelques personnes, mais pas tant que ça. Donc aujourd'hui, ça se développe surtout sur cette population de techniciens, population donc de personnes qui parcourent à peu près 100 km par jour. Et puis on voit des pôles de véhicules aussi qui servent à l'autopartage. Donc ça, c'est vraiment des véhicules qui permettent non seulement de répondre à des besoins de déplacement professionnel, mais également pour des besoins privés. Et des collaborateurs aujourd'hui qui n'ont pas de véhicule, qui grâce à ce système d'autopartage bénéficient d'un véhicule aujourd'hui dans l'entreprise. Donc c'est là qu'il y a un vrai engouement également pour les ressources humaines ou autres personnes qui ont en charge les flottes des véhicules dans les entreprises. Très bien, merci beaucoup. Alors il nous reste 2 minutes pour que justement Monsieur Dobrowolski change de casquette et nous parle de cette problématique qui se pose aux gestionnaires de flotte, en tout cas ceux qui vont amener plus de véhicules électriques dans leur entreprise. Il faut les recharger. Pour les recharger, il faut se connecter au réseau de RDF. On demande beaucoup de puissance et vous n'êtes pas toujours d'accord ou vous n'avez pas toujours la possibilité technique de l'offrir. Expliquez-nous un petit peu comment on peut s'y prendre pour vous convaincre peut-être. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Nous assurons une mission de service public. Elle est de garantir la qualité de fourniture et elle est aussi de raccorder toutes les personnes qui nous demandent accès au réseau. Donc non discriminant, on honore toutes les demandes. Simplement, on alerte sur 2 choses. La première, c'est qu'un certain nombre de solutions techniques sont plus gourmandes en puissance que d'autres. Il faut savoir, au moment où on prend cette décision, les conséquences que ça va avoir. D'une part, les conséquences sur la personne qui va faire la demande, parce qu'effectivement, elle va financer une partie des coûts d'investissement qu'elle va générer, mais d'autre part aussi sur l'intérêt général, puisque nous portons cette mission de service public, et vous savez qu'un certain nombre de coûts sont supportés par la totalité des utilisateurs du réseau, au travers de ce qu'on appelle le tarif d'utilisation du réseau public, et que quand des renforcements sont nécessaires pour assurer le bon niveau de qualité du réseau, qui peuvent être générés par le raccordement de puissance importante de véhicules électriques, c'est la totalité des acteurs qui vont le payer. Donc notre rôle est aussi d'alerter pour que ces décisions se prennent en connaissance de cause. Vous avez aujourd'hui des stations de recharge qui vont de 500 kW jusqu'à 3 kW. Bon, je ne ferai aucun procès à personne, mais vous voyez bien que vous vous trouvez devant une situation d'investissement qui est complètement différente. Autant 3 kW, raccordé pour un particulier, derrière un compteur normal. C'est relativement accessible dans 90% des cas sans aucun travaux parce que le dimensionnement du réseau le permet. Et dans ce cas de figure, la majorité des clients et dans des contrats qui sont entre 6 et 9 kW, les gens vont passer soit à 9 soit à 12 kg. C'est relativement indolore et y compris dans le TCO, les gens ne le verront pas beaucoup. Dès que vous êtes sur des choses un peu plus sportives, je ne cite aucune marque, mais il peut y avoir des recharges, je le disais tout à l'heure, de 22 kg, de 44 kg, 120 kg, 500 kg, maintenant nous demande-t-on. Nous, on raccorde. On dit simplement 2 choses. À partir du moment où c'est un raccordement basse tension, il y a des coûts. Donc il faut savoir quelles conséquences ça a. Et deuxièmement, quand il s'agit de raccordement sur la haute tension, sur le 20 000 volts, c'est totalement à la charge du demandeur. Donc il va payer la totalité de ses coûts. Donc on n'a aucun problème d'alimentation et de raccordement. Simplement, il faut que les décideurs sachent quelles sont les conséquences que ça a sur le réseau, de façon à ce que les décisions se prennent en connaissance de cause. Il y a un problème qu'on n'a pas évoqué, qui est celui de la recharge rapide sur espace public, qui est indispensable aujourd'hui pour réassurer les conducteurs, parce qu'ils ont besoin de pouvoir avoir la certitude que n'importe quel endroit qu'ils se rendront en France, ils pourront se recharger dans un laps de temps assez court. Mais nous avons aussi un devoir, c'est d'expliquer que la recharge normale est une recharge qui est bien préférable, parce qu'elle en va de l'intérêt général. Bon. Et même pour la longévité des batteries. Et même pour la longévité des batteries, même si Nissan dit que c'est pas complètement établi aujourd'hui, mais on peut le penser. C'est vrai quand on veut passer beaucoup d'énergie en très peu de temps dans un petit tuyau. Bon, donc cette problématique est une problématique importante. Il faudra tous les types de recharge parce qu'ils sont indispensables à la réassurance de l'utilisateur. Par contre, il faudra qu'on en différencie les prix
c'est-à-dire que les opérateurs d'infrastructure qui donneront accès à ces types de recharge doivent différencier leur prix pour qu'ils soient plus ou moins incitatifs, de façon à ce qu'on aille vers les solutions qui sont d'intérêt général au détriment des solutions qui sont très onéreuses pour le réseau. Voilà. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, merci madame. Merci. Merci à vous également, internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur cleantechrepublic.com. Merci, au revoir.